Val d'Oise. Le magazine du Conseil départemental du Val d'Oise. Bienvenue dans Val d'Oise, le magazine qui vous parle. Une publication du Conseil départemental du Val d'Oise, numéro 4, mars-avril 2016. À la une photo de Clarisse Agbenienou, la judokate formée au judo club Escale d'Argenteuil. Elle vise l'or au JO de Rio. Notre dossier intitulé Territoire créatif. La rubrique Vue, Omar Sy triomphe dans le film Chocolat tourné dans le Val d'Oise. Coup de cœur, les tout petits ont leur festival. Ça fait débat, Dominique Bussereau et Arnaud Bazin, les départements entrent dans la bataille. Le magazine Val d'Oise vous est proposé par le Conseil départemental du Val d'Oise. Directeur de la publication Arnaud Bazin, président du Conseil départemental. Directeur de la communication, Johan Ettoré. Rédacteur en chef, Martine Simonet. Cette publication vous est proposée en version braille ou sonore. Abonnez-vous par téléphone au 01 34 25 31 52 ou par mail à l'adresse valdoise, tout attaché en minuscule, @valdoise.fr. L'édito d'Arnaud Bazin, président du conseil départemental. Ces derniers mois, la presse s'est largement fait l'écho des insondables difficultés financières qui sont celles des collectivités locales en général et des conseils départementaux en particulier. Ces derniers sont véritablement étranglés par la baisse des dotations de l'État et la hausse extrêmement forte des dépenses dites de solidarité nationale. Cela concerne au premier chef les 3 allocations individuelles de solidarité AIS, l'APA pour les personnes âgées dépendantes, la PCH pour les personnes handicapées et surtout le RSA pour les personnes frappées par l'exclusion. Les départements ne décident ni des conditions d'attribution de ces prestations ni de leur montant. Pour employer une image, ils sont réduits au rôle de tiroir-caisse de l'État. Mais il est totalement injuste que les efforts financiers considérables exigés par la hausse effrénée des dépenses liées aux AIS et le désengagement financier de l'État soient supportés par le contribuable départemental. Rappelons concernant le RSA, son explosion est due à la croissance atone et au chômage élevé. Les départements de la Grande Couronne francilienne, réunis dans l'association Grande Couronne Capitale, ont été les fers de lance de l'offensive politique et médiatique pour que le gouvernement entende enfin nos mises en garde. À l'heure où j'écris ces quelques lignes, les négociations engagées entre les départements de France et le gouvernement pour trouver des solutions structurelles et équilibrées sont toujours en cours. Je ne manquerai pas de tenir les Valdoisiens informés de leurs résultats qui conditionneront en grande partie la force de l'action de notre collectivité départementale pour les années à venir. La question du net par Sandra Faber. Comment le département peut-il équilibrer son budget avec les réductions drastiques des dotations de l'État ? La réponse d'Arnaud Bazin. Malgré les économies réalisées par le département, la contribution des Valdoisiens est une nécessité pour le budget 2016, dont 87% du fonctionnement correspondent à des dépenses obligatoires déterminées par l'État, qui, dans le même temps, réduit nos ressources. Il nous a également retiré la maîtrise de la fiscalité en ne nous laissant que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Celle-ci est modérée dans le Val d'Oise, 13e taux le plus faible de France en 2015 et inférieure à la moyenne nationale dont elle se rapproche en 2016. Si vous souhaitez poser votre question, rendez-vous sur la page Facebook du Val d'Oise. J'aime le Val d'Oise. Le coup de cœur de la rédaction sur les photos que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Avec une photo de Marie Laforge d'Hérouville, les messagers du ciel. Expatriée depuis 6 ans en Allemagne et plus précisément à Cologne, je reviens régulièrement rendre visite à ma famille dispersée dans tout le Val d'Oise ainsi qu'à une amie que j'ai conservée du lycée de l'Isle-Adam. Et je suis à chaque fois surprise par la beauté du département, particulièrement sur le plateau situé entre Osny et Nesle-la-Vallée, comme en photo ici. Le Val d'Oise en pointe. Les nouvelles technologies sont une opportunité pour certains territoires et le Val d'Oise y supporte la comparaison avec les villes du monde. Dans le sport aussi, il y a des atouts majeurs, à commencer par Clarisse Agbenienou, en route pour Rio. Mais le Val d'Oise est aussi en pointe pour dénoncer la situation budgétaire des départements dont les présidents Dominique Bussereau et Arnaud Bazin vous expliquent les causes. Au sommaire de ce numéro 4 de votre magazine, l'édito d'Arnaud Bazin, président du conseil départemental. J'aime le Val d'Oise, le coup de cœur de la rédaction sur les photos que vous diffusez sur les réseaux sociaux. La rubrique Vue. Zapping, l'actualité du département. Le territoire en question pour la réussite des collégiens. L'invité, Clarisse Agbenienou.
Ça fait débat, les départements entrent dans la bataille, Dominique Bussereau et Arnaud Bazin. Le dossier Territoire créatif. Bref du territoire, Et ailleurs, Wuxi, l'écocampus universitaire. décryptage, le Val d'Oise au naturel. Success Story, Ubermas, la culture du beau et du bon. Suivez le guide Opéra à Herblay. Coup de cœur quand les petits vont au spectacle. L'Actu People, Stéphane Merne s'invite chez les rois. À vous de jouer. Complètement toqué, expression directe. La rubrique Vue de votre magazine avec une photo du tournage du film Chocolat tourné dans le Val d'Oise. Le tournage de Chocolat de Roche-Dizem, qui s'est déroulé en février et mars 2015 à Teuville et aussi à Méry-sur-Oise et Cormeilles-en-Parisis, est emblématique de la politique incitative du conseil départemental dans l'accueil des productions cinématographiques. L'équipe a été aidée dans sa recherche des décors et dans l'aide apportée pour le casting du film. Plus de 300 figurants valdoisiens ont joué dans ce biopic, aux côtés d'un duo de choc en photo ici, Omar Sy et James Thierry. Zapping, l'actualité du département, arrêt sur image avec le département du Val d'Oise et le CDFAS. Le sport au top. Au début d'une année qui sera importante pour nombre d'entre eux car c'est une année olympique, le conseil départemental a mis les sportifs valdoisiens à l'honneur. Au-delà des athlètes de niveau international comme Gaël Amand, Kenji Grillon, Thomas Bouvet, Laurine Lecavelier ou Clarisse Agbenienou, ces trois derniers étant en outre élus par le public, la soirée des champions a réuni l'ensemble des partenaires sportifs qui se sont illustrés en 2015. Parmi les 33 clubs labellisés élites, 7 ont remporté un titre de champion de France et 125 jeunes bénéficient du statut d'athlète de haut niveau. La soirée des champions se déroulait au CDFAS, l'équipement régional de référence, tant pour la formation des sportifs que pour les manifestations grand public. Les meilleurs moments de cette soirée des champions sont à voir ou revoir sur valdoise.fr, tout comme la rétrosportive complète de l'année 2015 et le sport dans le Val d'Oise. L'athlète valdoisien de l'année 2015, athlète paralympique, Thomas Bouvet, est à 24 ans, 5 fois champion de France dans sa catégorie. Admiratif de son parcours, les internautes l'ont consacré athlète valdoisien de l'année 2015 à la soirée des champions. La Grande Couronne est capitale. En créant une métropole qui ne comprend que Paris et la Petite Couronne, le gouvernement et le Parlement ont introduit une discrimination intolérable entre les habitants de l'Île-de-France. Les 4 départements laissés pour compte, Essonne, Seine-et-Marne, Yvelines, Val d'Oise, représentent pourtant 90% de la surface de la région et la moitié des habitants. Pour en défendre les intérêts et rappeler leurs urgences en termes de transport, d'emploi, de formation, les présidents des 4 conseils départementaux ont créé Grande Couronne Capitale. Au-delà de leur spécificité, cette association porte le message de tous les départements de France, aujourd'hui étranglés par la hausse des dépenses obligatoires et la baisse des dotations. Déclaration d'Arnaud Bazin, président du conseil départemental. Pour des raisons politiques, on a voulu tuer les départements, mais leur rôle dans les dispositifs de solidarité et de proximité les rend indispensables. Alors on les asphyxie, on les étouffe sous les charges. Avec quelle perspective, si ce n'est de fragiliser les populations et l'économie de nos territoires ? Prix de l'égalité des chances. Participer au prix de l'égalité des chances du conseil départemental, des dotations financières de 1 000 à 6 000 euros sont attribuées aux lauréats pour les aider à réaliser leurs projets. Vous pouvez déposer votre candidature jusqu'au 8 avril sur le site valdoise.fr. Bienvenue sur les pas de Van Gogh, bienvenue à l'auberge Ravoux qui rouvre ses portes le 2 mars à Auvers-sur-Oise. Plus d'infos sur maisonvangogh.fr. Le nouveau valdoise.fr, c'est le nouveau site internet du conseil départemental qui a été repensé pour un accès facilité à l'ensemble des informations utiles à ces différents publics. Graphisme renouvelé, navigation intuitive, ergonomie revisitée, un accès convivial et rapide à l'information. Plus d'infos sur valdoise.fr. La Philharmonie dans le Val d'Oise depuis février. Pour 3 ans, plus d'une centaine d'enfants de classes de CE1 et CE2 des villes d'Aubonne, Hermont, Franconville, Taverny, Saint-Leu-la-Forêt et Sannois apprennent la musique et les instruments encadrés par les musiciens de la prestigieuse Philharmonie de Paris. Le projet culturel intitulé Demos se double d'un projet social car les élèves sont sélectionnés dans les quartiers relevant de la politique de la ville. À lire l'économie de la connaissance. Que signifie pour une métropole développer l'économie de la connaissance ?
Comment élaborer et mettre en œuvre une stratégie territoriale ? Quels outils et méthodes mobiliser ? Ce sont les questions que pose et surtout auxquelles répond l'ouvrage aux éditions de l'Aube, écrit par 3 spécialistes, Jean-Pierre Merlot, Simon Dumoulin de l'Arbatette et Guy Kaufmann, directeur général des services du conseil départemental. 6%, c'est le taux d'emploi de personnes handicapées au conseil départemental en 2015. Anthony Archiero, administrateur de Pôle emploi, le conseiller départemental valdoisien en charge de l'emploi, représente désormais le président de l'Assemblée des départements de France et le président de l'Assemblée des maires de France au sein du conseil d'administration de Pôle emploi. C'est un symbole, relève Arnaud Bazin, de l'importance des départements dans les politiques publiques en matière d'emploi. Valdoise Technopole a lancé la formule des Micmac en 2013 pour développer une dynamique communautaire entre entreprises du même secteur. Après la santé et la robotique, le 3e épisode prolonge la COP21 avec le thème de la transition énergétique et du développement durable. Pour l'occasion, Valdoise Technopole s'associe à ERDF. Siguidur a des idées. Le syndicat mixte qui gère les déchets de la région de Sarcelles a recours aux nouvelles technologies pour améliorer la collecte. Les conteneurs neufs de Roissy Porte de France seront équipés d'un système de détection pour mesurer les anomalies. Par ces différentes actions, Siguidur vise à recycler 6 kg d'emballage ménager de plus par an et par habitant. Plus d'infos sur Siguidur, sigidurs.fr. Tourisme 2016. Gérard Lambert-Motte, conseiller départemental délégué à la culture, au tourisme et au patrimoine, a distingué les lauréats des appels à projets touristiques 2015 à l'hôtel du département. Cette cérémonie a marqué aussi le lancement de l'édition 2016. Plus d'infos sur valdoise.fr. Plus de 12 000 participants aux jeux proposés par le département avec la blogueuse Miss, etc. Des centaines de partages sur les réseaux sociaux et de tote bags personnalisés gagnés. Loisirs en famille. Le nouveau guide Valdoise Family recense une trentaine de destinations de loisirs de toute nature. Parcs d'aventure ou croisières, ateliers de pâtisserie ou d'archéologie à télécharger sur valdoise-tourisme.com. Attentif aux seniors, le CODERPA, Comité départemental des retraités et personnes âgées, présidé par Philippe Métézo, vice-président du conseil départemental délégué à l'action sociale, a élaboré une charte pour le bien vieillir en Val d'Oise qui se traduit en mesures d'accompagnement des seniors par les collectivités au-delà des obligations réglementaires. Les maires de 5 communes l'ont signé à l'occasion du dernier colloque du CODERPA à Taverny, Berne-sur-Oise, Chaumontel, Éragny-sur-Oise, Jouy-le-Moutier et Taverny. Plus d'infos sur senior.valdoise.fr. Une nouvelle étape pour Europa City. La Commission nationale du débat public a fixé les dates du débat public autour d'Europa City entre le 15 mars et le 30 juin 2016. Cet équipement exceptionnel qui représente un investissement de 3 milliards d'euros fait l'objet d'un essai écrit par Valère Hugo et Gonguet, paru aux éditions de l'Aube. Plus d'informations sur débatpublic.fr. La fête de la 3D, tout ce qui fait la 3D, impression, robotique, imagerie, et tous ceux qui font la 3D dans le Val d'Oise, entreprises, grandes écoles, associations, universités, seront présents à Sannois au centre Cyrano le 19 mars, une occasion pour le grand public de découvrir tous les usages de cette technologie. Elle est une créatrice d'avenir, Gwendoline Cotrez, qui a reçu le prix de l'innovation solidaire de ce concours dédié à l'entrepreneuriat féminin. Soutenue par Initiative 95, Gwendoline Cotrez a conçu Movadom. Implanté à Cormeilles en Parisis, ce service accompagne les seniors avant, pendant et après un déménagement. Le territoire en question pour la réussite des collégiens. Les actions éducatives organisées dans les collèges par le département se répartissent selon 6 grandes familles: citoyenneté et prévention, culture, prévention du décrochage scolaire, environnement, orientation et liens collège-entreprise, sciences. En cohérence avec les projets d'établissement, elles visent à favoriser les apprentissages des jeunes valdoisiens, mais aussi à les ouvrir sur le monde qui les entoure. Les collèges et le département en chiffres. 40 000 collégiens bénéficient du programme départemental durant l'année scolaire 2015-2016. 900 000 €, c'est le budget spécifique consacré par le département aux actions éducatives. Des formules à la carte avec 200 appels à projets pour l'égalité des chances, l'art et la culture ou encore le développement durable. 500 ateliers et séances de théâtre-débat, prévention de la violence, conduite addictive, usage d'Internet, le vivre ensemble et la laïcité. Une centaine de prêts d'exposition pour l'environnement et le développement durable. Des résidences artistiques.
Parole d'élève. On m'a donné des idées pour mon avenir. Les filles peuvent faire tous les métiers, il faut avoir confiance en soi. Découvrir le monde du travail à travers 3 dispositifs. Le pack collège-entreprise proposé à 1300 collégiens pour découvrir jusqu'à 12 branches professionnelles. Une bourse de 500 propositions de stage en entreprise pour les collégiens. Une formule speed meeting, mon premier entretien professionnel avec 400 élèves de 3e dans les conditions d'un recrutement par des entreprises valdoisiennes. Demandez le programme, un site dédié, action au pluriel-éducative.valdoise.fr. Un partenariat efficace, les services du conseil départemental, archéologie, cinéma, ethnologie, archives mettent en œuvre les actions éducatives avec un réseau de prestataires sélectionnés sur la qualité de leurs interventions et des partenariats majeurs avec l'éducation nationale, la préfecture, le MEVO et la CGPME. Pour prévenir le décrochage scolaire, 800 élèves bénéficient d'un accompagnement individuel ou par petits groupes. L'art au collège, des artistes sont accueillis en résidence pour co-construire avec les élèves une œuvre collective. Le pack collège-entreprise bien noté, pour 94% des enseignants référents, le pack permet d'appréhender les stéréotypes et les représentations liées au métier. Allons plus loin avec Armand Paillet, conseiller départemental en charge de l'égalité des chances et des actions éducatives et citoyennes. Grâce notamment aux actions éducatives dans les collèges, nous avons l'ambition d'aider nos collégiens à comprendre le monde d'aujourd'hui et pour qu'ils façonnent la France de demain. C'est pourquoi notre offre évolue chaque année. Nous proposons depuis la rentrée 2015 des ateliers de théâtre interactif traitant d'Internet, de l'empreinte digitale et des réseaux sociaux ou encore des ateliers scientifiques sur le numérique. En relation étroite avec les équipes éducatives, nous présentons une palette variée d'outils pour que nos collégiens complètent leurs connaissances par l'acquisition du savoir-faire et des codes de l'entreprise. PAC Collège-Entreprise, formation au premier entretien, mobilise de nombreux professionnels au service de centaines de jeunes valdoisiens. Ces ateliers leur permettent de mesurer toute l'ampleur de leurs talents et de renforcer l'estime de soi, une des clés de leur réussite future. Notre département est celui qui offre le programme d'action éducative le plus dense. Nous sommes fiers de cet engagement pour nos collégiens. L'invité de votre magazine, Clarisse Agmenienou, la samba des JO à Rio. On la voit ici en photo côté d'Hassen Goudjil à l'entraînement à l'INSEP. Son portrait trône désormais sur les murs du dojo de l'INSEP avec ceux des autres champions mondiaux ou olympiques. 5 judokates françaises seulement ont réussi le doublé or mondial et or olympique. Pour 2 d'entre elles, c'était en 1992, l'année de naissance de Clarisse. Un titre pour elle à Rio serait un beau passage de relais dans la grande famille du judo féminin, sport individuel par excellence, mais qui cultive l'esprit d'équipe. Et qui pourrait l'en empêcher ? Dans la catégorie si fournie des moins de 63 kilos, elle a déjà un palmarès fabuleux. Elle seule a disputé les 3 dernières finales mondiales et gagné celle de 2014 en Russie à moins de 22 ans. Cette année-là, elle a tout raflé, en individuel comme en équipe, aux championnats d'Europe et du monde. En février, Clarisse s'est imposée pour la 3e fois au Paris Grand Slam. Elle conserve un appétit de victoire intact, aussi féroce que sa détermination en compétition. Quand j'entre sur le tatami, je me métamorphose en guerrière, dit-elle avec un sourire craquant. Gagnant en maturité sans perdre en fougue, elle analyse désormais sa pratique spontanée. J'ai repris des études en lien avec ma discipline pour disposer de meilleures bases théoriques. Côté opérationnel, elle bénéficie d'une préparation optimale entre ses 2 entraîneurs, Larbi Benboudaoud pour le pôle France et Hassen Goudjil pour son club d'Argenteuil Judo Club Escale. La lucidité et la simplicité de Clarisse contribuent à faire baisser la pression sur l'échéance d'août. Du point de vue sportif, les JO sont une compétition comme les autres, avec des adversaires que je connais bien. C'est le mental qui fera la différence. Et là, chez elle, ce n'est plus de l'or mais de l'acier. Résumons-nous, Clarisse a tout pour elle, donc tout pour gagner. Même la destination, elle ne pouvait pas mieux tomber. On y est déjà allé en stage, j'adore le Brésil et j'en suis fan. Nous, c'est de Clarisse qu'on est complètement fan. Clarisse en 4 lieux, Argenteuil en France, son club, Chelyabinsk en Russie, lieu de son titre mondial, le Paris Grand Slam où elle a eu la médaille d'or en février 2016 et les JO de Rio qui auront lieu au mois d'août au Brésil.
Créé en 1997, le Judo Club Escale, soutenu par le département au titre des clubs de haut niveau, fait des merveilles tant avec la jeunesse de la ville que pour ses champions ou championnes. Clarisse Agbenienou, vice-championne du monde, Sofiane Milous, champion d'Europe, ou encore Lucie Perrault, 5e au championnat du monde junior, ont propulsé le club au 6e rang national. Ça fait débat. Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, et Arnaud Bazin, président du Conseil départemental du Val d'Oise. Les départements entrent dans la bataille. Comment les départements pourront-ils passer l'année 2016 alors qu'ils sont étouffés par la hausse des dépenses sociales, coincés dans la valse des compétences, assommés par des mesures gouvernementales qui les privent de ressources? L'analyse de Dominique Bussereau, qui a exercé de nombreux mandats électifs et fonctions, de maire à ministre, est celle d'un homme de grande expérience. Au sein du bureau de l'ADF, il a déjà eu l'occasion d'en débattre avec Arnaud Bazin. Dominique Bussereau, quelles sont les missions de l'Association des départements de France que vous présidez? Elles sont de deux natures. D'une part, être un outil de lobbying au profit des départements, les représenter dans les négociations avec l'État. De l'autre, leur fournir une aide technique. Si un département a besoin d'une expertise, nous disposons de juristes, de spécialistes des finances et du social pour y répondre. L'ADF est un lieu de service et un lieu de réflexion. Nous échangeons nos bonnes pratiques. Par exemple, ce que fait la Seine-Maritime pour favoriser l'accès des PME au marché du BTP. D'autres départements peuvent s'en inspirer. Arnaud Bazin, pourquoi avez-vous souhaité intégrer le bureau de l'Association des départements de France? Quand je rencontre mes collègues présidents, je vois la diversité des situations, y compris entre les départements franciliens. Dans le Val d'Oise, alors que l'État a réduit nos dotations de 71 millions d'euros entre 2013 et 2017, les difficultés sociales entraînent une hausse des dépenses de RSA de 6 à 8% par an. Nous avons hérité aussi d'un endettement majeur. Le cumul des deux problèmes est notre caractéristique. En intégrant le bureau de l'ADF, je peux mieux prendre en compte ces spécificités et avec mes collègues proposer des solutions. Dominique Bussereau, quel est l'état des départements en général et du Val d'Oise en particulier? Ils sont en état d'alerte rouge. Déjà, la fin de l'année 2015 a été une épreuve au-delà de leur capacité financière pour une dizaine d'entre eux. Cette année, 30 à 40 départements ne pourront boucler leur budget si l'État ne modifie pas son attitude. Et en 2017, la catastrophe sera nationale. L'ADF tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois. Certains départements se retrouvent dans l'impossibilité d'assurer la totalité de leurs dépenses sociales, compte tenu de leur progression continuelle et rapide, plus 9,1% par an en moyenne pour le RSA. Arnaud Bazin. Le Val d'Oise est parmi les départements les plus impactés. Dans ces spécificités, il faut signaler des charges comme les mineurs étrangers isolés, 5 fois plus nombreux que le chiffre prévu par l'État, ou la dette qui atteint le milliard d'euros. Celle-ci a explosé sous la majorité précédente, en augmentant alors de 62%. Elle a compliqué durablement la situation que nous avons à gérer. Pour caractériser la situation, vous parlez de triple peine, Dominique Bussereau. Effectivement, les causes principales de nos difficultés sont la hausse permanente des dépenses sociales et la baisse constante de nos ressources. S'y ajoute cette année, voilà la troisième sanction, au profit des nouvelles compétences régionales, la réduction de moitié de la part revenant au département dans la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et l'on sait malheureusement ce qu'il en est des compensations de ressources enlevées. Arnaud Bazin. Je partage pleinement l'analyse de Dominique Bussereau. Les départements sont en première ligne des dépenses sociales. Celles-ci, obligatoires et considérables, nous ont été transférées par l'État. Quand il nous prive des ressources destinées à compenser ces charges, c'est injuste et c'est catastrophique pour nos budgets. Comme il n'a pas réussi à nous tuer, il nous asphyxie. Quelles sont les conséquences des difficultés budgétaires, Dominique Bussereau? Que nous demandent nos territoires et nos populations? Des routes, des collèges en bon état, le très haut débit, des équipements dans les petites communes. Tout ça, c'est de l'investissement. Quand l'État plombe nos budgets avec les dépenses sociales non compensées, il nous prive d'investir et c'est un mauvais coup à l'économie locale. En Charente-Maritime, par exemple, suite à la tempête Xynthia, nous avons conçu un plan digue de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est indispensable de le réaliser.
Aux difficultés budgétaires s'ajoutent les difficultés engendrées par la réforme territoriale. Et pour le Val d'Oise, la métropole, Dominique Bussereau. La loi NOTRe est l'exemple de loi de décentralisation ratée. Au final, c'est un compromis très compliqué. Nous perdons la capacité d'aider directement les entreprises. Nous continuerons à le faire, via le tourisme par exemple, mais ça sera plus compliqué et ça dépendra aussi des interprétations variables des circulaires. En cas d'alternance politique en 2017, il faudra corriger certaines dispositions de cette loi. Arnaud Bazin. La métropole créée par la loi NOTRe exclut les 4 départements de grande couronne. Il y a tout à craindre pour nous d'une telle concentration. Elle se met en place sur des difficultés de fonctionnement, un budget déséquilibré et une usine à gaz, des compétences, ce n'est pas viable. J'ai créé avec mes collègues présidents des départements de l'Essonne, Seine-et-Marne et Yvelines l'association Grande Couronne Capitale. Nous représentons 90% de la surface de la région et la moitié de ses habitants. Qui pourrait s'en passer ? Dominique Bussereau est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, président du conseil départemental de la Charente-Maritime depuis 2008. Il a été élu à la tête de l'Assemblée des départements de France en mai 2015. Député de la Charente-Maritime en 1986, il est réélu depuis 1983. Dominique Bussereau a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles depuis 2002, notamment au transport, au budget et à l'agriculture. Et l'interview complète de Dominique Bussereau et d'Arnaud Bazin est à retrouver sur valdoise.fr. Le dossier. Le dossier de votre magazine Territoire créatif, un levier de développement à cultiver. Musique, cinéma, tourisme, spectacle vivant, design, patrimoine, les activités culturelles et créatives sont au cœur de la transition des économies industrielles vers l'économie de la connaissance et un outil très intéressant de transformation, d'aménagement et de dynamisation d'un territoire. Quoi de commun entre Berlin, Nantes, Enghien-les-Bains, Montréal, Manchester, Saint-Étienne, le triangle de Gonesse ? A priori, pas grand-chose. Ces territoires sont tellement différents par leur localisation sur notre planète, leur superficie, leur nombre d'habitants, leur façon de vivre, mais en regardant de plus près, ils partagent une ambition similaire, celle de s'imposer comme des territoires culturels et créatifs. Mais qu'est-ce que ce concept signifie concrètement ? Il s'agit de quartiers, de villes, de régions qui jouent à fond la carte de la culture et de la créativité afin de se donner les meilleurs atouts d'avenir. Pour cela, ces territoires favorisent l'émergence, le développement et l'installation d'activités liées à la création, la production, la distribution et ou la consommation de produits et services dits symboliques. La musique, le cinéma, le jeu vidéo, l'édition, la télévision, la radio, la mode, le spectacle vivant, le design, les technologies de l'information et de la communication, la publicité, le tourisme, l'art, y compris numérique, l'architecture, le patrimoine, la gastronomie, bref, toutes les activités intégrant une dimension culturelle et ou de propriété intellectuelle. Sur cette page, une photo de la compagnie Opposito en résidence à Garges-les-Gonesse. C'est l'une des plus importantes compagnies de théâtre de rue de l'Hexagone. 1,2 million de personnes employées en France pour la Commission européenne. Elles sont très prometteuses, comme le révèle son document « Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives » publié en 2010. Ces dernières décennies, le monde s'est accéléré. L'émergence rapide de technologies nouvelles et l'accroissement de la mondialisation ont fait prendre à l'Europe et à d'autres régions du globe un tournant radical, s'écartant de l'industrie manufacturière traditionnelle pour embrasser les services et l'innovation. Les usines sont progressivement remplacées par des communautés créatives dont la matière première est leur capacité à imaginer, à créer et à innover. Dans cette nouvelle économie numérique, la valeur immatérielle détermine de plus en plus la valeur concrète, les consommateurs recherchant des expériences nouvelles et enrichissantes. Si l'Europe veut rester compétitive dans cet environnement mondial en constante évolution, elle doit mettre en place des conditions permettant à la créativité et à l'innovation de s'épanouir. Les industries culturelles et créatives disposent d'un potentiel largement inexploité de création de croissance et d'emploi. Le Royaume-Uni a été le premier à formuler ce concept pour notamment envisager l'avenir de ces anciennes villes industrielles sinistrées. C'était dans les années 90. Depuis, cette idée a fait rapidement tache d'huile sous l'impulsion d'organisations internationales, d'États et d'autorités locales, voire d'acteurs privés.
Aujourd'hui, de nombreux territoires répartis un peu partout dans le monde jouent à fond la carte de la culture et de la créativité. Reste qu'il n'y a pas que les territoires confrontés à une désindustrialisation massive à s'être lancés dans l'aventure. Shanghai, cœur économique de la Chine, prépare le futur avec près de 80 sites d'activités dédiés aux industries culturelles et créatives, fort de 4000 entreprises. De son côté, Montréal, au Canada, se situe en pointe en Amérique du Nord avec plus de 90 000 emplois concernés et un emblème, le Cirque du Soleil. Le Grand Lyon fait aussi figure d'exemple en accueillant le deuxième pôle d'emploi culturel et créatif, 17 000 en France, après Paris, avec comme atout l'image en mouvement, la mode et le design. Les soutiens actifs du département, tout d'abord avec Neuvitech 95 à Neuville-sur-Oise, incubateur ouvert en 2013, Numérique Lab à Enghien-les-Bains, incubateur ouvert en 2015 et enfin l'Abbé de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône, incubateur en projet. Et pour en savoir plus sur ces incubateurs, un site internet accept.asso.fr. Le Val d'Oise est partie prenante de cette dynamique, au plus haut niveau avec Enghien-les-Bains, détentrice depuis 2013 du prestigieux label Ville créative dans le domaine des arts numériques, décerné par l'UNESCO. Elles ne sont que 8 dans le monde. Cette distinction salue un ensemble remarquable, son centre des arts, lieu de création, de recherche, de production, de formation et de diffusion. Ces événements, Paris Image Digital Summit, rendez-vous annuel d'envergure internationale qui croise les enjeux créatifs, techniques et économiques de la création numérique. Le festival Bain Numérique, en juin prochain, et son incubateur de start-up innovantes, Numérique Lab. Vers 2024, le Val d'Oise comptera un autre pôle créatif hors norme, Europa City. Europa City, une destination culturelle et créative hors norme pour 2024. Portée par Auchan, cette initiative verra le jour sur le triangle de Gonesse. Les modes de consommation font face à une révolution, commente Christophe Dahlstein, directeur du projet. Si l'on veut attirer les clients dans les magasins, il faut leur proposer une expérience professionnelle qui justifie leur déplacement. C'est la raison pour laquelle Europa City intégrera un volet culturel et créatif puissant, clé de son attractivité. Nous voulons en faire une nouvelle destination loisir majeure. Autre initiative à saluer, le partenariat récemment signé entre le château de Versailles et l'ESSEC pour transmettre et faire rayonner les arts et métiers d'excellence de la France. Europa City, espace de tous les possibles. Culture, commerce, loisirs, hôtel, 4 mots qui donnent un aperçu du champ des possibles ouverts par le projet Europa City. Pour en savoir plus, rendez-vous sur europacity.com. Un nid pour les startups à l'abbaye de Maubuisson. Le conseil départemental du Val d'Oise fait plus que soutenir ces démarches. Il joue un rôle de mobilisateur par la création d'un conseil culturel consultatif départemental en 2013 et l'organisation d'assises sur le thème « La politique culturelle, un atout pour le développement des territoires » récemment. Par ailleurs, il agit concrètement. Il travaille sur un projet visant à créer un incubateur de start-up à l'abbaye de Maubuisson, à Saint-Ouen-l'Aumône. Baigner dans l'écosystème artistique et entrepreneurial de l'abbaye de Maubuisson nous aurait permis de gagner beaucoup de temps dans la conception et la diffusion de notre offre, explique Valentin Torgman, PDG d'Invectory, spécialisé dans la numérisation de la diffusion d'œuvres d'art et installé à Neuville-sur-Oise. Dans un autre registre, le conseil départemental multiplie les innovations pour renforcer son attractivité touristique. Avec l'appui d'iLab, basé au Numérique Lab, il s'est doté d'un outil de promotion révolutionnaire, un film immersif sur les hauts lieux du tourisme valdoisien. Et il a mis en place une application mobile sur le Vexin. L'info en plus, les industries culturelles et créatives françaises en chiffres. 84 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,3 million d'emplois, 2,7 milliards d'euros d'exportation pour le soft power français, près de 1000 métiers différents, 52% sont des métiers de la création, 20% des métiers de la production et 28% des métiers de la diffusion. Le témoin du dossier, Philippe Bouquillon, il est professeur de sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 13. Philippe Bouquillon, la France a-t-elle des arguments à faire valoir pour bien se positionner dans les industries culturelles et créatives ? Bien sûr que nous avons des atouts, mais il faut savoir que des pays tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni sont, contrairement à ce que nous pensons trop souvent, plus puissants que nous dans ce domaine. Nos voisins d'outre-Rhin sont par exemple bien plus forts dans le numérique et l'audiovisuel.
La France pourrait mieux faire, mais elle pâtit de plusieurs problèmes majeurs. Un cloisonnement et donc un manque de synergie entre les politiques publiques en faveur des différents secteurs des industries culturelles et créatives. Le cinéma, le livre, la télévision réfléchissent en termes de filière et non de manière transversale. Une vision trop franco-française et donc un manque de dimension internationale et une insuffisance d'ouverture vers les industries de la communication. Les Allemands sont mieux organisés, disposent de moyens budgétaires plus élevés, s'appuient sur des landes, des régions puissants, comptent des acteurs très importants, tandis que certains des nôtres sont en difficulté, comme TF1 et Lagardère. En revanche, la France possède un tissu riche de petites et moyennes entreprises innovantes qui ne demandent qu'à croître, mais il faudrait adapter le soutien qu'on leur apporte via la Banque publique d'investissement aux spécificités des industries culturelles et créatives. Philippe Bouquillon, que faut-il pour que ces territoires deviennent culturels et créatifs ? Plus que l'État, les collectivités territoriales sont les mieux placées pour orchestrer cette évolution. Je veux dire qu'elles doivent jouer un rôle de chef d'orchestre pour favoriser les synergies entre des industries culturelles et créatives de secteurs et de tailles différents, en provoquant leurs rencontres, en mettant à leur disposition des infrastructures, développer leurs liens avec les acteurs de la formation, sensibiliser toutes les entreprises à l'importance d'intégrer le design et la créativité dans leur démarche, comme cela se fait beaucoup en Allemagne, développer un projet global, urbain, foncier. Il faut aussi privilégier les domaines en forte croissance comme le numérique où il y a des gisements d'emplois colossaux et le design plutôt que ceux pouvant se délocaliser facilement et ou arriver à maturité tels que le cinéma et le jeu vidéo. Il est très important que les territoires français prennent conscience de ces enjeux. Il faut des Uber, Facebook et Airbnb français pour capter la valeur ajoutée et les emplois, sinon d'autres en bénéficieront. Plus d'informations sur observatoire-omic.org. Nantes, cluster exemplaire. Connu mondialement pour ses machines monumentales, le quartier de la création est avant tout la reconversion réussie d'un ancien haut lieu de l'industrie navale. Mêlant projets culturels, urbanisme et développement économique, il s'est fixé pour but de devenir un pôle européen référent dans les ICC. Des retombées intéressantes. Si de plus en plus de territoires s'efforcent de développer les activités culturelles et créatives, c'est parce qu'elles génèrent emplois et richesses, mais pas seulement. Elles contribuent aussi à corriger, améliorer, démarquer, dynamiser leur image. Les acteurs locaux sont fiers que leur territoire bouge et les acteurs extérieurs, familles, investisseurs, entrepreneurs, touristes, sont attirés par un environnement attractif. À Manchester, les activités culturelles et créatives en ont fait venir d'autres, la finance, le juridique. À Berlin, le foisonnement de galeries d'art, de spectacles, de musées a permis de tripler les touristes depuis la réunification. Développer les activités créatives, c'est encore favoriser leur appropriation par tous les acteurs du territoire et créer un effet boule de neige. Mais le développement d'un territoire culturel et créatif ne s'improvise pas, il faut réunir plusieurs conditions. Un fort engagement d'acteurs publics et ou privés relayés par les autres parties prenantes, ce qui suppose mobilisation et concertation. Des projets architecturaux innovants, à l'instar des musées Guggenheim de Bilbao et Riverside de Glasgow. La mise en place de clusters, c'est-à-dire de pôles concentrant des acteurs, entreprises, établissements d'enseignement supérieur, laboratoires de recherche, évoluant dans le même domaine. La présence de créatifs qui passent par un environnement qui les attire, les logements et les services. Un accompagnement aux porteurs de projets de création d'activités avec ses projets artistiques, Machines de Lille notamment, ses équipements et événements culturels comme La Fabrique ou encore Nantes Digital Week, ses établissements d'enseignement supérieur, ses start-up. Le quartier de la création de Nantes est un modèle. Tout comme Enghien-les-Bains, le Numérique Lab accueille 4 projets, bientôt 5, de création d'entreprises à haute valeur ajoutée en phase d'amorçage, explique Dominique Roland, directeur du Centre des Arts. Leurs porteurs ont été attirés par l'environnement que nous proposons, à tel point que certains viennent de Paris. Une labellisation par l'UNESCO qui donne une visibilité exceptionnelle et des opportunités, des échanges avec les autres villes membres et un accompagnement sur tous les plans artistique et culturel par le CDA, économique par la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, juridique et financier par Valdoise Technopole. Grâce à cet écosystème, Enghien-les-Bains coordonne le cluster art numérique des villes créatives de l'UNESCO, reçoit des délégations du monde entier et parle d'égal à égal avec des territoires bien plus puissants.
Pour son projet Europa City, le groupe Auchan a le même souci d'excellence. Pour faire vivre une expérience exceptionnelle, nous nous appuierons entre autres sur une architecture, un aménagement urbain et des propositions culturelles et créatives de grande qualité. La réussite de ce nouveau quartier passe aussi par une co-construction avec tous les acteurs via un comité d'orientation scientifique, un comité de pilotage, partenaires publics, des ateliers avec les habitants, un débat public du 15 mars au 30 juin 2016. Comme le conseil départemental, nous avons le souci que les habitants s'approprient ce projet et en bénéficient. Ainsi, des formations leur seront proposées pour leur permettre d'accéder aux emplois du site. Des perspectives prometteuses pour les Valdoisiens. À lire pour en savoir plus, l'étude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, l'écosystème créatif en Île-de-France, à consulter sur iau-idf.fr. Un mot de Véronique Flageolet-Casasus, directrice de l'action culturelle du conseil départemental du Val d'Oise. Les abbayes cisterciennes comme Maubuisson ou Royaumont ont été en leur temps de formidables lieux d'innovation technologique et d'ouverture. L'incubateur de start-up que le département projette d'installer à Maubuisson est d'autant plus cohérent avec le site qu'il sera spécialisé dans les industries créatives, art, culture et patrimoine, en résonance avec les expositions d'art contemporain que nous y organisons depuis plus de 10 ans. Le département a créé en 2013 un conseil consultatif culturel départemental. Objectif, aborder le rôle de la culture, sa prise en compte, son devenir dans les politiques des collectivités territoriales ou encore son lien avec les entreprises. Industrie culturelle et créative, ICC francilienne. 500 000 emplois, dont 80% d'indépendants. Cela représente 9% des emplois franciliens, 50% des emplois des industries culturelles et créatives en France. Soutenu par le département, Patrimex, l'équipement d'excellence, réseau des équipements de l'UCP pour l'étude des matériaux anciens et historiques. Europa City, vivier d'emploi, 11 500 emplois directs plus 5 900 emplois indirects. Quelques témoignages et réactions pour clore ce dossier consacré au territoire créatif, celui de Gérard Lambert-Motte, conseiller départemental délégué à la culture, au tourisme et au patrimoine. La culture est un élément majeur des industries créatives. Le Val d'Oise possède une vraie légitimité dans ce domaine et cette référence est un élément précieux dans l'attractivité de notre territoire au XXIe siècle. La mobilisation du Val d'Oise pour le projet d'exposition universelle Expo France 2025 et son souhait d'y accueillir un village thématique illustre la conjonction possible entre patrimoine culturel et nouvelles technologies. Philippe Sueur, vice-président du conseil départemental délégué au développement économique, à l'emploi et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les villes et les industries créatives relèvent de l'économie de la connaissance qui constitue un moteur privilégié de la croissance. Le Val d'Oise propose un écosystème ambitieux qui ne peut que séduire les entrepreneurs. Les PME innovantes sont de grandes créatrices d'emplois. Le département soutient des dispositifs qui leur permettent d'intégrer des réseaux avec de grands groupes ou des laboratoires de recherche et développement et l'enseignement supérieur. Réaction de Florence Portelli, maire de Taverny et conseillère régionale d'Île-de-France. Si l'instruction est essentielle pour développer l'esprit critique de chaque individu et lui permettre de ne pas céder à la tentation du repli sur soi, la culture est ce qui permet à chacun de se construire et de devenir soi, sans discrimination et sans barrière sociale. Pour Christophe Poupard, directeur de Val d'Oise Technopole, Val d'Oise Technopole accompagne les industries créatives et culturelles avec l'incubateur Numérique Lab. Il compte déjà quelques startups telles le Diplopixel, Indiguide, iLab, Babel Voyage ou Lettres d'un jour. Et puis Vincent Lasserre, directeur culture jeunesse de la ville d'Herblay. Les initiatives culturelles créent les conditions d'un climat attractif de nos territoires. À Herblay, elles participent à l'identité de notre ville grâce à des projets importants en direction des jeunes dans les écoles et le lycée. Action de terrain. L'appli s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité, le géocaching. Participez à la grande chasse au trésor que proposera le conseil départemental jusqu'au 30 juin. Des balades augmentées, le tournage du film avec Kirk Douglas sur la vie de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Le colombier troglodytique de Hautils, l'étang de Vallière, le manoir de Mornay à Aumerville.
Un millier de fiches sur le patrimoine historique et culturel sont disponibles sur l'application du département Val d'Oise MyBalade à télécharger sur l'Apple Store, Google Play ou à consulter sur le site dédié. On y trouve aussi tous les services d'hébergement, de restauration, de loisirs à proximité et les événements inscrits dans l'agenda participatif de valdoise.fr, le site du conseil départemental. Mais Val d'Oise MyBalade est surtout un produit novateur qui procure la sensation d'une immersion virtuelle dans le paysage réalisé via des drones dont le pilotage s'effectue par geste grâce à la détection des mouvements, Leapmotion, ou de celle du support mobile et permet de découvrir le paysage à 360 degrés. L'innovation technologique au service des richesses valdoisiennes et de balades ludiques. Et la Formule A+, lancée durant l'été, l'application dépassait les 100 000 consultations de fiches en fin d'année. Bref de territoire avec le meeting féminin du Val d'Oise. 15 nationalités présentes sur les podiums. Le palmarès dit assez le caractère international du meeting féminin dont la 5e édition a enregistré de remarquables performances dans un SDFS plein à craquer. La qualité reconnue à ce meeting avait attiré les caméras de Canal+, qui a retransmis la manifestation sur sa chaîne sportive. Les Françaises n'ont pas démérité avec la meilleure performance française de l'hiver sur 60 mètres pour Carole Zahi. La 3e place de Vanessa Boslac au saut à la perche et celle de Sandra Gomis, championne de France en titre, au 60 mètres haies. Royaumont, une histoire d'avenir. Asnières-sur-Oise. La Fondation Royaumont vient d'engager de très importants travaux de restauration de son abbaye, de rénovation et d'extension de son équipement résidentiel. Une campagne sans précédent qui permettra, dès le 1er juillet 2016, d'offrir un accueil encore amélioré dans un monument magnifié. Les premiers bénéficiaires en seront les artistes accueillis en séjour et les entreprises dont les séminaires et événements organisés à l'abbaye participent au financement des missions patrimoniales, artistiques et sociales de la Fondation. La vidéo est à retrouver sur royaumont.com. Des robots à la Technopole à Neuville-sur-Oise. La société japonaise de robotique Kawada a choisi la Technopole Neuvitech 95, la pépinière d'entreprises innovantes de Val d'Oise Technopole, pour venir développer son programme de coopération NEDO, New Energy and Industrial Technology Development Organization, avec la France. Cette installation vient ainsi conforter la filière robotique présente dans le Val d'Oise. Kawada Robotics est spécialisée dans la conception et la production de robots collaboratifs humanoïdes conçus pour l'industrie. Sport urbain en accès libre à Soisy-sous-Montmorency. Après 5 mois de travaux, Soisy-sous-Montmorency a mis en service un nouvel équipement multisport dans le quartier des Noëls. Un événement auquel a participé Eric Ortiz, champion du monde de Street Workout 2014-2015. En accès libre, il se compose d'un plateau sportif dédié à cette nouvelle discipline combinant gym et muscu, d'un city-stade en gazon synthétique et d'un terrain de basket. Artiste en résidence à Villiers-le-Bel, Garges-les-Gonesse et Goussainville. À la fois artiste plasticien, compositeur et musicien, Pierre Estève conçoit des installations plastiques et numériques basées sur l'interaction avec le public. Dans le cadre de sa résidence soutenue par le conseil départemental, il mène un travail artistique participatif sur les villes de Villiers-le-Bel, Garges-les-Gonesse et Goussainville. Ces installations, à la fois pièces musicales, tableaux et sculptures, sollicitent tous les sens. Interrogations sur notre monde contemporain, elles sont aussi une invitation à la rêverie et à la poésie. Agir pour les personnes âgées à Sarcelles. Philippe Métézo, vice-président du conseil départemental délégué à l'action sociale, a inauguré l'EHPAD Annie Bochet de Sarcelles, auquel le département a apporté 1,2 million d'euros. La structure est gérée par la Croix-Rouge, qui a transféré l'ancien établissement Richilde de Grelais. Il comprend 3 étages dédiés à l'hébergement de 90 résidents et comprenant chacun des lieux de vie, un salon de famille et des espaces d'activité collective. Il intègre un pôle d'activité et de soins adapté, un PASA. Les brèves vues du ciel, la trame verte et bleue est signée à Téméricourt. C'est une première en Île-de-France, les départements des Yvelines et du Val d'Oise, la région Île-de-France, 25 communes du PNR et 2 syndicats se sont associés par la signature d'une trame verte et bleue pour la gestion de la Moncian et de l'Aubette de Meulan. Cet accord permettra des actions concrètes en faveur de la qualité des eaux et des sols, la prévention des inondations, la qualité et la diversité des paysages. L'excellence pour la conservation du patrimoine à Neuville-sur
Bernes-sur-Oise. L'université de Cergy-Pontoise s'affirme comme un acteur majeur de la conservation du patrimoine avec l'ouverture récente de l'Equipex Patrimex sur le site neuvillois de l'UCP. Fort d'une dotation de 6,5 millions d'euros, cet équipement innovant rassemble des outils d'étude qui utilisent les interactions ondes-matière pour répondre aux enjeux de caractérisation et de restauration du patrimoine matériel, objets d'art, bâtiments, livres, manuscrits et archives, laissant envisager par exemple de nouvelles techniques de restauration. Collège Acte 2 à Bernes-sur-Oise. Le conseil départemental a inauguré les travaux du collège Pierre Perret à Bernes-sur-Oise. 4 nouvelles classes y ont été aménagées. La cuisine et le réfectoire ont également subi des transformations importantes pour faire face à la densification urbaine et à l'affluence de nouveaux élèves à Bernes-sur-Oise comme à Bruyères-sur-Oise. Le département a investi 2,2 millions d'euros pour agrandir et améliorer le collège Pierre Perret. Pour rappel, la construction de l'établissement il y a 9 ans avait coûté 8,9 millions d'euros. Vidéosurveillance à Chaumontel. Les petites communes ne sont pas épargnées par la délinquance. Compte tenu de sa hausse constante dans la commune, Chaumontel a opté pour la vidéosurveillance. Mis en service en fin d'année, le dispositif de 22 caméras concerne les endroits stratégiques comme l'école, les parkings, les commerces. L'installation a bénéficié d'une subvention du département. Complexe multisport à Argenteuil. La construction de la future halle des sports soutenue par le conseil départemental s'inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Val d'Argent. Le complexe sportif proposera une salle multisport, une salle de gymnastique, 2 salles de sport polyvalentes et judo, des vestiaires et des locaux annexes. La mise en service de cet équipement d'un montant de 11,3 millions d'euros est prévue au 2e trimestre 2017. Vers le très haut débit à Goussainville, la pose de la première pierre du nœud de raccordement optique de Goussainville assurera la desserte très haut débit des communes de Louvres, Le Thiais et Goussainville. Compte tenu des chantiers en cours dans le secteur, la commune d'Écouen sera entièrement équipée fin 2016, Louvres à la mi-2017, Le Thiais fin 2017 et Goussainville fin 2019, dans tous les cas avec de l'avance sur le calendrier initial. Le BIP Est avance à Gonesse et Garges-les-Gonesse. Nouvelle étape pour le BIP Est avec son raccordement à la départementale 84, un projet routier très attendu puisqu'il permet de contourner la ville de Bonneuil en France. Le trafic attendu sur cet axe est de l'ordre de 20 000 véhicules par jour dans chaque sens. Et ailleurs, Wuxi, l'éco-campus universitaire. La Chine compte 25 millions d'étudiants parmi les centaines d'universités du pays. Celle de la préfecture de Wuxi est considérée comme une perle de la Chine dans le domaine de l'industrie. Elle a un contact privilégié avec le Val d'Oise. La ville de Wuxi est située dans la province de Jiangsu, entre Nankin, l'ancienne capitale de la Chine, à 200 km au nord-ouest et Shanghai à 120 km au sud-est. Son université, Yangmian, équivalente quant au nombre d'étudiants de celle du Val d'Oise, est née de la fusion de plusieurs organismes, dont l'Institut de technologie de Nankin et de l'Université de l'industrie légère de Wuxi. L'université accueille 20 000 étudiants et 11 000 autres en formation. 45 000 sont inscrits pour les cours en ligne. Toutes les filières sont disponibles, droit, médecine, sciences, économie, management, littérature, répartis dans une cinquantaine de cursus. Ces laboratoires sont impliqués dans de nombreux programmes de recherche. Ces spécialités d'origine lui valent d'être au premier rang nationaux pour l'ingénierie, la technologie de l'industrie légère et du textile, un secteur d'activité très présent dans la région. Yangmian est aussi devenu la référence nationale pour les sciences et technologies de l'alimentation. Le premier institut Confucius consacré à la culture gastronomique chinoise a été installé en 2013 en Californie en lien avec Yangmian. La géographie de la ville de Wuxi est marquée par l'eau avec le Grand Canal Pékin. Guangzhou et surtout le lac Tai ou Taiyu, un des plus grands de la Chine, 3e ou 5e selon les classements, avec ses 2250 km², soit 4 fois le lac Léman ou 20 fois Paris intramuros. Sa faible profondeur de 2 mètres le rend fragile. Avec ses millions d'habitants et son développement moderne, Wuxi est aussi une destination touristique prisée grâce à ses vestiges du passé et aux paysages du lac. Cette configuration a amené les autorités à réaliser à Yangmian un éco-campus de plus de 200 hectares, riche en espaces verts et en chemins d'eau que des ponts traditionnels enjambent. L'utilisation de l'eau et de l'électricité y est faite selon des objectifs de développement durable. Parmi la soixantaine d'universités du monde entier qui ont signé des partenariats avec Yangmian, comme celle de Californie ou de Saint-Pétersbourg, 2 représentent la France.
Aix-Marseille et Cergy-Pontoise. Depuis 2003, le comité d'expansion économique du Val d'Oise avait établi et développé les contacts au profit du Val d'Oise avec cette région et un accord de coopération a été officiellement signé avec le conseil départemental et Wuxi lors de la visite d'une délégation conduite par le président Bazin en novembre 2012. En photo sur cette page, l'éco-campus universitaire de Wuxi, l'université qui accueille donc 20 000 étudiants, 11 000 autres en formation, 45 000 étant inscrits pour les cours en ligne. Et puis en novembre 2013, le Val d'Oise signait un accord de coopération économique, scientifique et culturelle avec le maire de Wuxi, en photo ici. Et chez nous, le campus de Cergy-Pontoise ouvert sur le monde. Un grand projet de cité internationale universitaire fédère tous les acteurs locaux. Avec la construction de plus de 2500 logements et d'équipements culturels et sportifs, il a vocation à accueillir étudiants et chercheurs du monde entier dans un cadre privilégié. Il placera le campus de Cergy sur l'échelle internationale qui devient la norme au XXIe siècle. Le mot de Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente du conseil départemental délégué à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Le conseil départemental a toujours misé sur l'enseignement supérieur comme facteur d'attractivité pour le Val d'Oise. C'est pourquoi la moitié des établissements de l'agglomération sont hébergés par le département qui a investi plus de 120 millions d'euros depuis 20 ans. L'éco-cité départementale, en chantier en 2017 et basée à Cergy-Pontoise, l'éco-cité de l'entrepreneuriat et de l'innovation apportera un outil supplémentaire au renforcement des liens indispensables entre entreprises et enseignement supérieur du futur campus. Décryptage, le Val d'Oise au naturel. Le statut d'espace naturel sensible, ENS, est accordé à des sites qui constituent un patrimoine géologique, faunistique, floristique, paysager exceptionnel. Menacés ou vulnérables, ils doivent être protégés. C'est une compétence dévolue au département qui ne peut se faire sans l'appui des communes concernées. 50% de la population valdoisienne réside à moins de 2 km d'un espace naturel sensible. 4 forêts, outre les espaces naturels sensibles, le conseil départemental possède et gère la forêt de l'Autil, le bois de Morval, le bois de la Tour du Lait, l'île des Aubins. Natura 2000, un autre outil de protection, programme européen pour la protection de la biodiversité, 3 critères, qualité, rareté et fragilité des espèces végétales, animales et de leur habitat naturel. 4 810 hectares sont protégés à ce titre dans le Val d'Oise. 47 sites sont ouverts au public, 5 espaces naturels sensibles régionaux, 18 départementaux, 24 locaux. Plus d'une commune sur 3 est concernée par un ENS. À visiter, les espaces naturels sensibles ont vocation à accueillir le public. 130 animations de février à novembre. Près de 120 000 visiteurs ont été recensés sur les forêts et espaces naturels sensibles départementaux. Et à revisiter avec les visites virtuelles sur valdoise.fr. Rendez-vous donc sur valdoise.fr/vidéo/playlist espaces naturels sensibles au pluriel. Objectif 2025, protéger plus, en établissant le schéma des espaces naturels sensibles pour la période 2015-2025 qui comprend 18 nouveaux sites potentiels à protéger au niveau départemental. À noter que la flore du Val d'Oise a son atlas. Chaque année, des espèces végétales disparaissent. Certaines deviennent rares et menacées. Pour aider leur préservation par une meilleure connaissance, le département a confié au Conservatoire botanique national du bassin parisien la rédaction d'un atlas aux éditions Biotope où 277 espèces patrimoniales protégées y sont présentées. Un ouvrage disponible en librairie. Success Story, Made in Val d'Oise. Ubermas, la culture du beau et du bon. Chocolatier d'exception, Ubermas maîtrise à la perfection l'art délicat du praliné, du gianduja et de la ganache. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le parcours de vie d'Ubermas illustre bien cette citation de Paul Éluard. C'est en Amérique latine où il a passé son enfance que naît sa vocation. Ubermas est gagné par la fièvre du chocolatier, hérité de la tradition maya. C'est ainsi que quelques années plus tard, il entame son apprentissage aux côtés de personnalités hors pair comme Robert Links, sorcier de la ganache et créateur de la Maison du Chocolat, avant son envol pour Londres puis Perth. L'aventure française et valdoisienne démarre en 1995. Il ouvre avec son épouse irlandaise son premier laboratoire boutique, le Cacaotier. Reconnu comme l'un des meilleurs chocolatiers de France, Ubermas est un artiste discret.
C'est par son travail précis et raffiné qu'il s'exprime le mieux, associant comme un orfèvre les grands crus de chocolat aux ingrédients les plus délicats. Noisettes du Piémont, amandes d'Alicante, baies de Timut, citronnelle de Madagascar. Il expérimente sans cesse, privilégiant simplicité et créativité pour retrouver l'harmonie parfaite dans l'alliage de ses pralinés et ganaches. Un bon chocolat, on doit pouvoir en manger une dizaine sans être écœuré, confie-t-il dans son laboratoire, où ses créations de Pâques, œufs, poules, lapins et chouettes sont déjà dans les starting blocks. Alors si vous aussi êtes mordu de chocolat, laissez-vous guider par vos papilles et prenez le départ. Direction Enghien-les-Bains, l'excellence et l'émotion sont toujours au rendez-vous avec Ubermas. À déguster au cacaotier. Hier, reine des vergers locaux, la cerise de Montmorency, apparentée aux griottes, forme un duo de choc avec le chocolat. Pour en savoir plus, lecacaotier.com. Ubermas qui est en photo ici devant sa boutique d'Enghien-les-Bains. Suivez le guide d'Airblay les 16 et 17 avril. Atalia réunit les grands classiques. Racine et Handel au meilleur moderne, Inaki, Encina, Oyon, l'ensemble d'Hydro et le Chamber Choir of Europe. On ne saurait être plus européen qu'Handel dans Atalia. L'allemand Georg Friedrich Handel écrivit des airs italiens inspirés d'une pièce écrite par un auteur français pour les faire chanter en anglais. C'est d'ailleurs le premier oratorio dans cette langue. L'œuvre qui marquait le passage du compositeur de l'opéra à l'oratorio reçut un accueil enthousiaste en 1733. Elle s'inspire de l'histoire biblique d'Athalie, qui usurpa le trône de Juda après avoir fait périr toute la race royale. Secrètement rescapé de ce massacre, le jeune Joas parviendra pourtant à renverser son aïeul et devenir lui-même roi de Juda. Handel réalise dans Atalia une fusion musicale et dramatique du chœur et du soliste, jusque-là inconnu. Parce que les chœurs y traduisent la voix du peuple et que l'œuvre soulève des questions politiques et religieuses, Atalia se prête à une lecture contemporaine passionnante, comme toutes les œuvres choisies à Airblay. Rendez-vous donc au théâtre Roger Barra, les infos sur airblay.fr. Leonardo Indoor, la machine à remonter le temps de la troupe autour de Leonardo, a transporté décors et personnages dans les vastes espaces du CDFAS. C'est un nouveau spectacle sur Cyrano de Bergerac où l'amour infini avec 150 figurants et acteurs. Ce sera les 7, 8 et 9 avril à Aubonne. Les infos sur le site dédié autour de leonardo.org. La vie de bateau. Lauréate de l'appel à projet tourisme innovant, Christine Gélin étoffe son offre. Désormais, la péniche hôtel Daphné remonte l'Oise jusqu'à Compiègne en croisière de 2 jours. À Auvers-sur-Oise, l'ancien logement du marinier des années 1930 a été restauré et équipé. Un site internet bateaudaphné.com. Homme des bois. Pour favoriser la réinsertion de jeunes victimes d'addiction, l'association Bethel leur dispense des formations d'ébénistes, restaurateurs et de tapissiers. Les meubles restaurés sont l'objet d'expositions-ventes qui apportent des ressources indispensables. Ce sera les 2 et 3 avril, la boisserie L'Ailerie. Les infos sur association-bethel.fr. François Pignon, superstar. Jacques Brel et Pierre Richard l'ont interprété au cinéma, Villeray au théâtre, et le dîner de cons est devenu un classique. Le duo José-Paul, Patrick Hautecoeur est à ce niveau de comique irrésistible dans la mise en scène d'Agnès Bourri. C'est le 19 mars au Centre culturel à Taverny. Pour plus d'infos, ville-taverny.fr. Le ballet national de New Delhi, l'Indian Revival Group, est l'ambassadeur de la culture millénaire de ce pays. Son spectacle fascine par la perfection des gestes, empreint de spiritualité. Une invitation au voyage qui s'impose dans la ville d'un aéroport international. C'est donc le 1er avril au Centre culturel L'Orangerie à Roissy en France. Les infos sur le site de la ville, roissyenfrance.fr. Les beautés de la nature. Edenia, le salon des plantes tropicales, a été créé par les étudiants de l'ISTOM qui forment les ingénieurs de l'agrodéveloppement international. Les exposants viennent de toute l'Europe présenter des plantes du monde entier, succulentes, agaves et cactées. Ce sont les 26 et 27 avril à l'Institut Polytechnique Saint-Louis à Cergy. Plus d'infos sur edeniaexpo.wordpress.com. L'actu de l'Archéo à Guiry en Vexin, chaque mois une conférence café au musée éclaire l'exposition Préhistoire au pluriel, l'enquête. À Louvre, l'exposition du musée Arkea permet de vivre la vie de château, celle des seigneurs du Moyen-Âge. Rendez-vous donc jusqu'au 8 mai au musée archéologique départemental, les infos sur valdoise.fr, et jusqu'au 26 juin au musée Arkea Lasset, les infos sur arkea-roissy-portedefrance.fr.
Et à découvrir aussi un spectacle, Que voyez-vous ? Pierre Delavie se définit comme un artiste du mensonge urbain. Il s'attaque volontiers au monumental pour exprimer une vision fantasmagorique du réel. L'espace Jacques Villeglé lui donne l'occasion d'en traduire un registre intime. Du 7 avril au 24 juin, c'est à Saint-Gratien. Plus d'infos sur ville-saintgratien.fr. Une conférence pontoise sur un plateau. La Verte Moisson, Prof, la Môme, rue des Plaisirs. La ville a servi de décor à une centaine de tournages. Une conférence en racontera les histoires et les anecdotes grâce au spécialiste très apprécié Patrick Glatre qui lui a consacré de nombreux ouvrages. C'est donc le 9 avril à l'Office de tourisme de Cergy-Pontoise. Marathon, courir avec le sourire. Le trail hibernois comprend 2 parcours sur des chemins, la Ch'tiote sur 12,5 km et la Laborieuse sur 22 km. Son originalité est de proposer aux coureurs d'effectuer les parcours déguisés. C'est le 20 mars à Berne-sur-Oise. Plus d'infos sur feu-follet-berne-sur-oise.fr. Tempête de fables pour les petits. Le corbeau, le renard, la cigale et la fourmi sont là bien sûr puisqu'il s'agit de La Fontaine, mais la musique et la danse aussi pour transformer des souvenirs scolaires en spectacle de cabaret endiablé. C'est pour le jeune public à partir de 6 ans le 7 avril à Saint-Ouen-l'Aumône. Les infos sur théâtre-uvol.com. Le temps des randos. Chaque semaine, les clubs valdoisiens vous proposent une grande variété de randonnées, entre 8 et 50 km selon vos envies. La Beaumontoise et son brevet, le 20 mars, les randonnées cormeillaises, le 3 avril, la boucle des Trois Forêts à Taverny, le 10 avril, le site du Codérando les recense pour vous. Rendez-vous sur Codérando, cdrp95.com. San Severino, mais avec du talent. Best-seller des années 70 racontant les aventures d'un bagnard, Papillon avait passionné le jeune San Severino. Il les a transformés en chansons pour un album bluegrass et une tournée à découvrir au théâtre Paul-Éluard de Beson le 8 avril. Aimer avec noblesse. C'est ainsi qu'il faut comprendre le nom de Marika. Comme Brigitte, Marika en concert à Pontoise le 22 avril est multiple. 4 musiciens et la chanteuse et auteure, Marie-Myriam qui module avec souplesse la grande variété de tons de leur premier album, une femme de caractère entre les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Un EP disponible par mail à contact.marika2@gmail.com et la vidéo à voir sur vimeo.com. La fin du monde est pour dimanche. François Morel prend ses quartiers à l'apostrophe. Cet être futile et utile à la France parrainera les Melting Pots en 2016 où 600 élèves rivalisent d'improvisation les 16 et 17 mars. En conteur éclairé de la vie, il incarne à lui seul dans La fin du monde est pour dimanche une épatante galerie de personnages qui livrent des instantanés de vie comme autant de bulles drôles et subtiles, petits bonheurs arrachés à la fuite du temps. Rendez-vous donc également les 11 et 12 mars à l'apostrophe à Pontoise. À découvrir aussi un spectacle « Peut-on vaincre la passion ?» À partir d'une expérience de la tauromachie et d'un livre de Pierre Imchali, André Pignat et Géraldine Lonfa ont engendré Teruel, un spectacle mêlant danse, théâtre et vidéo d'une rare puissance, où la sensualité ramène à la seule question qui vaille, celle de l'amour. C'est au théâtre Sylvia Montfort à Saint-Brice-sous-Forêt le 8 avril, un site internet ccopf.fr. De la boxe, découvrez les ceintures. Ce tournoi international de boxe anglaise accueille une centaine de boxeurs et boxeuses de tous les pays, des poids plumes au poids lourd. C'est du 14 au 16 avril, salle Jean Villard à Argenteuil. Les infos sur le site du club boxeargenteuil.fr. Concert-spectacle qui s'y frotte. Rien qu'à l'énoncé des instruments, tous des cordes frottées, le violon, la gadulka, un instrument bulgare, le morinkour de Mongolie et l'ertou, un instrument chinois, on entrevoit les promesses de voyage. Et le guide s'appelle Didier Lockwood qui s'accorde parfaitement avec les violons barbares et guoguan. C'est le 15 avril à l'espace Saint-Exupéry de Franconville, ville-franconville.fr pour plus d'infos. De la lecture, fascinant volcan, il faut avoir beaucoup de science et autant de pédagogie que le vulcanologue Jacques-Marie Bardantzev pour les présenter avec clarté. Il les a tous approchés et en a ramené des clichés impressionnants à retrouver aux éditions Orphi. Et puis rendez-vous sur l'agenda participatif du département sur valdoise.fr. Annoncez les manifestations que vous organisez ou consultez les bons plans des centaines d'événements partout et pour tous.
Coup de cœur quand les petits vont au spectacle. Première rencontre s'adresse aux tout petits jusqu'à 4 ans. Du 19 mars au 9 avril, 13 spectacles offrent des moments rares de poésie. 17 communes du Val d'Oise accueillent la 7e édition de cette manifestation organisée par la compagnie ACTA qui associe art, petite enfance et spectacle vivant. Le conseil départemental y soutient la création du spectacle Un tiroir de neurones miroirs. Parce que les tout petits ne maîtrisent pas encore le langage, les spectacles accordent plus d'importance au son, à la voix, à la musique qu'au discours. Première rencontre peut donc inviter des compagnies étrangères et constituer une vraie manifestation européenne. Eben vient du Danemark pour présenter Igen et les artistes de Piccoli Principi amènent leur découpage de Florence. Déjà, le grand metteur en scène Stanislavski disait que le théâtre pour enfants, c'est le théâtre pour adultes en mieux. Au fil du temps, avec une meilleure connaissance de la psychologie des enfants, les artistes ont développé des formes spécifiques. Ils se nourrissent de la proximité et de l'intimité avec leurs petits spectateurs. Le théâtre est une école d'émotions et celles des enfants sont exacerbées. Dans le cadre magique des représentations, ils se laissent emporter par un geste, un son, un objet. Les spectacles forment des moments privilégiés de leur éveil émotionnel. La poésie en est un vecteur puissant utilisé par nombre de compagnies comme ACTA. Elle a le souci de partir d'instants de poésie et propose cette année Lavoir, un poème sonore pour 6 bassines, 2 mouchoirs, 1 drap et 13 savons. Les adultes ne sont pas exclus de la biennale et l'argument du spectacle enchanté est valable pour tous. Partager un moment inédit, un moment artistique avec l'enfant et inviter l'adulte à retrouver ses émotions fondatrices, ses émotions premières. Si le théâtre favorise l'ouverture au monde, il n'y a pas d'âge pour ça, mais il y a des formes et celles des premières rencontres les plus belles pour les tout-petits. Et retrouvez toute la programmation sur première au pluriel rencontre au pluriel.eu/compagnie-acta.org. Un forum européen les 30 et 31 mars, l'art de l'enfance. Artistes, chercheurs, professionnels de la petite enfance et parents échangent et débattent sur le spectacle vivant à destination du jeune public. Rendez-vous à l'espace Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel. L'Actu People, Mickey 3D le 3 avril à l'espace Michel Berger de Sannois. Le chanteur revient après une longue absence. Il y présente son nouveau titre, La Rose Blanche, et rend hommage à Sophie et Hans Scholl, résistants allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Anne Romanoff avec Amour et humour, le 20 mars à Hermont. Dans son spectacle Aimons-nous les uns les autres, l'humoriste dresse le portrait de la société française. Politique, le couple, une américaine critique le pessimisme français. Une légende sur la scène du Forum. Les années 80 ont laissé à certains et certaines des souvenirs inoubliables. Remember the Promise You Made, la grande tournée 2016 du groupe Cock Robin, conduit par Peter Kingsbury, a débuté à Vauréal. Stéphane Bern s'invite chez les rois. L'émission Secret d'Histoire, diffusée mardi 19 janvier, a été tournée au château de la Renaissance d'Écouen. Stéphane Bern y raconte l'histoire d'un roi de France, Henri III, qui tente tout pour redresser la France suite aux guerres de religion. Complètement toqué, une recette proposée par les cuisiniers des collèges du Val d'Oise. Le cadaïf avec les ingrédients pour 4 personnes. Il vous faut 300 g de cadaïf, ce sont des cheveux d'ange, 125 g de beurre clarifié, 250 g de pistaches décortiquées, 100 g de miel, un citron vert, 12 belles framboises, du coulis de framboise et pour la crème de pistache, 100 g de pistache, 50 g de sucre et 50 g d'eau. Portez le miel à ébullition, y versez le jus de citron avec les zestes et laissez refroidir. Dans un plat, détachez les filaments de cadaïf et mélangez avec le beurre clarifié. Mixez les pistaches finement. Remplir les moules ou les cercles d'une première couche de cadaïf, puis les pistaches et enfin la deuxième couche de cadaïf. Cuire au four pendant 15 minutes à 180 degrés pour obtenir une coloration blonde. Versez le sirop sur les cadaïfs à la sortie du four. Laissez reposer au frais pendant 2 heures. Pour la crème de pistache, on chauffe l'eau et le sucre, on laisse refroidir, on mixe dans un blender avec les pistaches, on passe au chinois fin et on garde au frais. Et pour le dressage, disposez le cadaïf au centre de l'assiette ronde, placez autour des pointes de coulis de framboise et crème de pistache, garnir de framboise. Vous pouvez retrouver toutes les recettes des opérations Nos collèges ont du goût sur valdoise.fr.
Expression directe, groupe de la majorité départementale, Gérard Saint-Bille, président de l'UVO, l'Union pour le Val d'Oise. À la fin de ce mois de mars s'achèveront les 12 premiers mois du mandat que nous ont confiés les Valdoisiens à l'issue des élections départementales de mars 2015. La victoire historique de notre majorité, mais surtout la situation de notre département nous impose de redoubler d'efforts pour protéger l'avenir de notre territoire et de ses habitants. Malgré un contexte financier extrêmement tendu, notamment du fait de la baisse des dotations de l'État et de l'explosion de nos dépenses sociales obligatoires, nous maintenons notre cap. Ambition pour le Val d'Oise, proximité avec ses forces vives, responsabilité dans notre gestion. Nous vous présentons ici les principales réalisations de notre majorité au cours de cette première année. Elles prouvent l'importance de l'action du conseil départemental dans la vie quotidienne des Valdoisiens, au-delà de nos compétences obligatoires. De nombreuses mesures de notre programme de mars 2015 y figurent, engagées ou déjà réalisées. Alors que l'action sociale est plus que jamais son cœur de métier, le conseil départemental aura largement rempli sa mission en matière de protection des Valdoisiens les plus fragiles. Depuis un an, 2 nouvelles structures d'accueil pour les personnes handicapées ont ouvert dans le Val d'Oise. Nous avons également inauguré un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD, et soutenu de nombreux projets d'implantation de crèches municipales, associatives ou privées. Nous avons préservé nos politiques en matière d'insertion des jeunes avec le prix de l'égalité des chances, le plan départemental d'insertion et enfin plus de 2000 jeunes soutenus par notre dispositif EVA, entrée dans la vie active. Responsable de la construction et de l'entretien des collèges, le département poursuit son investissement prioritaire en faveur de l'éducation. Nous avons ainsi posé la première pierre du nouveau collège d'Herblay avec une ouverture prévue pour septembre 2016 et lancé le projet du nouveau collège de Pontoise. Nous avons également achevé l'équipement numérique de tous les établissements et renouvelé le dispositif des actions éducatives. Nous poursuivons enfin la conversion progressive des cantines scolaires à l'éco-responsabilité, circuits courts, tri des déchets, agriculture bio, etc. Nous restons persuadés que l'avenir du Val d'Oise se jouera sur son attractivité économique. Pour favoriser l'implantation d'entreprises et d'emplois, nous amplifions notre stratégie de développement de notre territoire avec des projets concrets tels que le campus des métiers de la plateforme de Roissy, l'écocité de l'entrepreneuriat et le campus international de l'université de Cergy-Pontoise. Notre action de promotion du tourisme valdoisien ou encore le soutien de nos entreprises innovantes. Le Val d'Oise est également en pointe dans le déploiement de la fibre optique avec un objectif de raccordement de l'ensemble des collèges en septembre 2017, de toutes les zones d'activité et sites publics avant 2018 et de tous les Valdoisiens d'ici 2020. Enjeu d'attractivité autant que de qualité de vie, la question des transports reste centrale dans notre département, partagé entre ces secteurs fortement urbanisés et ces territoires ruraux. Nous poursuivons au plus près des besoins l'entretien et l'investissement sur nos réseaux de transport, notamment routiers, avec l'ouverture de la section est de l'avenue du Parisis, la requalification de la départementale 370 à Gonesse, le projet d'accès des portes de Taverny, le doublement de la D4 à Persan ou encore la ligne de bus à haut niveau de service entre Villiers-le-Bel, Gonesse, Arnouville et Villepinte. Le conseil départemental participe enfin à l'amélioration du cadre de vie quotidien des Valdoisiens. Nous nous engageons ainsi en faveur de la sécurité des habitants, avec le soutien au renforcement des polices municipales, de l'équipement en matière de vidéoprotection, le financement des associations d'aide aux victimes, la protection des femmes victimes de violences ou encore le soutien à nos précieux pompiers au travers du SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, dont nous avons inauguré en octobre une nouvelle caserne à Cormeilles-en-Vexin. C'est également tout le sens de notre action en faveur de la culture et du sport, qu'il s'agisse des associations œuvrant au plus près des Valdoisiens ou de l'organisation de manifestations de grande envergure. Enfin, le département doit rester le premier partenaire des communes dans la réalisation de leur équipement de proximité. Malgré notre situation financière, nous préserverons en 2016 l'essentiel de notre soutien à nos communes qui a permis en 2015 de nombreuses réalisations dans tous les villages et villes du département.
Alors que s'aggrave la défiance envers les institutions politiques, nous considérons que loin des grands discours, seuls des résultats concrets peuvent ramener l'indispensable confiance entre nos concitoyens et leurs élus, locaux comme nationaux. C'est tout le sens que nous souhaitons donner à nos efforts qui témoignent de notre détermination en faveur du Val d'Oise et des Valdoisiens. Nous restons fidèles à nos engagements, à notre méthode de transparence et d'exemplarité, à notre esprit de responsabilité qui font la force des élus de terrain. En ce début d'année 2016, notre combativité est intacte pour notre territoire et ses habitants. Retrouvez-nous sur uvo.fr ou la page Facebook Groupe UVO et Twitter @Groupe UVO. Le groupe de la minorité départementale pour les socialistes et apparentés, Jean-Pierre Muller, président du groupe. Entre 2008 et 2011, la gauche, conformément à ses engagements, n'a pas augmenté les impôts. Depuis, la droite, à la tête du département, a considérablement affaibli les services publics rendus aux Valdoisiens. Suppression de restos collèges, aide au permis de conduire et aux missions locales, VOBB, diminution des subventions aux associations et des aides aux communes, mais surtout a augmenté les impôts à 2 reprises, en 2011 et 2012, ce qui a représenté une hausse de 43%. En 2016, la majorité augmente de nouveau les impôts, près de 90% de hausse lorsque l'on y ajoute les 2 précédentes vagues. Il s'agit d'un doublement de la fiscalité. Cela représente une hausse comprise entre 200 et 300 euros pour les ménages, dont 100 à 150 euros pour cette seule année. Nous voulons un département solidaire qui préserve notre pouvoir d'achat. La solidarité n'est pas uniquement dédiée aux plus démunis. La préservation du pouvoir d'achat des Valdoisiens est pour nous une priorité et nous dénonçons cette hausse des impôts. Pour réduire les dépenses du département et contenir la fiscalité, nous proposons de nous concentrer sur nos compétences obligatoires. PMI, RSA, aide aux personnes âgées et en situation de handicap, voirie et collège, et de définir des priorités claires. Éducation, petite enfance, culture, aide aux communes et développement durable. Les baisses des dotations de l'État ne peuvent à elles seules justifier ces hausses de la fiscalité. D'une part, ces restrictions budgétaires auraient dû être préparées et, d'autre part, les responsables nationaux de droite préconisent d'être encore plus restrictifs au détriment des plus fragiles. Ce n'est pas notre choix, ce n'est pas notre vision. Pour plus d'informations, un contact par mail socialiste et apparenté au pluriel .cd95@gmail.com, la page Facebook des socialistes et apparentés 95 et rendez-vous également sur Twitter @socialiste A2P95.